Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Green Business en Afrique, notre dossier du jour sera consacré aux emplois verts au Burkina Faso. Un phénomène économique qui est en passe de dynamiser la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. Cette nouvelle économie, c'est le développement des emplois verts qui ont démontré leur effet positif au sein du pays des hommes intègres. Au sommaire également, l'Égypte victime de terrorisme. 2 attentats perpétrés contre des églises coptes et rapidement revendiqués par le groupe État islamique ont fait au moins 44 victimes et 78 blessés ce dimanche. Autre titre d'actualité au Mali, après la nomination ce 8 avril du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, les Maliens sont dans l'attente du nouveau gouvernement. À Bamako, la capitale, les consultations se poursuivent. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Yamboulila Dipama, qui est secrétaire adjoint du MPP France, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et bienvenue également à notre éditorialiste Alfred Thiango. Ravi de vous retrouver autour de ce plateau, Diarra, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil. Tout de suite, l'info du jour. État d'urgence en Égypte après 2 attentats meurtriers de l'État islamique contre les Coptes ce 9 avril. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré ce dimanche la mise en œuvre de cette mesure pour 3 mois en réaction à ces attaques qui ont fait au moins 44 victimes à Tanta et Alexandrie. Les précisions de Fanny Mounichi. L'Égypte sous état d'urgence. Ce dimanche 9 avril, 2 attentats à la bombe revendiqués par le groupe État islamique ont visé des églises coptes dans les villes d'Alexandrie et Tanta. Des attaques qui ont fait 44 morts et une centaine de blessés. Quelques heures plus tard, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé dans une déclaration solennelle à la télévision. Il y a annoncé un état d'urgence de 3 mois, mesure qui doit encore être approuvée par le Parlement. Il y a une série de procédures qui vont être prises. En premier lieu, un état d'urgence de 3 mois. Nous proclamons cet état d'urgence dans le but de protéger notre pays et empêcher qu'on touche à ses capacités. Nous sommes capables de faire face à ces défis, vaincre le mal et le terrorisme et continuer à construire notre pays. Ces attentats contre la minorité copte interviennent 19 jours avant une visite en Égypte du pape François, prévue les 28 et 29 avril, et 4 mois après un attentat suicide contre l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. 29 personnes avaient été tuées. L'État islamique avait alors menacé la communauté copte de d'autres attentats à venir. Ce n'est pas la première attaque contre les Coptes d'Égypte, puisqu'ils ont été il y a eu déjà une attaque contre une église au Caire, et il y a eu aussi des menaces de ce qui est appelé Daesh et l'État islamique contre les Coptes qui ont toujours vécu en communauté et en harmonie avec les Égyptiens de confession musulmane. Et cette attaque est une attaque contre les Coptes, mais également contre l'Égypte, puisque le terrorisme apparemment choisit des cibles bien définies. Et une ville comme la ville d'Alexandrie a été épargnée jusque-là par ces attaques terroristes. Et l'idée, c'est de garder cette cohésion. D'ailleurs, beaucoup de déclarations ont été faites au Caire par des dignitaires religieux, coptes ou musulmans ou des autres confessions pour dire que ces attaques de terroristes ne doivent pas alimenter la haine. C'est vrai qu'il y a eu un début de colère et de protestation des Coptes d'Alexandrie après les attaques de l'église. Les Coptes orthodoxes d'Égypte sont la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des 92 millions d'Égyptiens. Alfred, pourquoi ce sont encore les Coptes qui ont été la cible des terroristes en Égypte ? Bien, Diarra, avant de répondre à votre question, je voudrais exprimer ma solidarité et ma compassion aux Coptes touchés et puis à l'Égypte dans son ensemble. Pourquoi les Coptes ? Il y a plusieurs explications, plusieurs raisons possibles. La première, c'est que
Abdel Fattah al-Sisi revient des États-Unis d'une visite officielle où il a été reçu par le président américain Donald Trump. On sait que Barack Obama avait refusé de recevoir justement Abdel Fattah al-Sisi sous prétexte qu'il n'était pas arrivé au pouvoir démocratiquement, donc qu'il ne pouvait pas cautionner cet acte-là. Ça, c'est une première chose. Et Abdel Fattah al-Sisi s'est lancé aussi dans la lutte acharnée contre le terrorisme. Et là, il y a comme une sorte de pied de nez que l'État islamique lui fait en s'attaquant le jour des Rameaux, donc dimanche des Rameaux, aux Coptes. Pourquoi les Coptes? Parce que c'est une communauté minoritaire, mais l'une des plus importantes justement de cette religion chrétienne au monde et puis en Égypte, et que donc, sans aucun doute, il y a un impact important vis-à-vis de l'opinion tant nationale égyptienne que internationale. Et donc c'est cela, et puis en même temps, par rapport à la prochaine visite du pape aussi, se rappeler à son bon souvenir en quelque sorte. Est-ce que c'est un message qui est lancé justement en amont de cette visite très importante? Oui, comme quoi, mais pas spécialement envers le pape, et qui maintient d'ailleurs sa visite en Égypte, malgré tout. Mais c'est surtout un pied de nez qui est adressé, qui est fait vraiment à Abdel Fattah al-Sisi, lui dire vous avez beau à montrer des muscles, nous sommes capables de vous frapper n'importe où. Là, c'était en Alexandrie, attentat aussi, mais à n'importe quel endroit d'Égypte, nous pouvons frapper quand nous voulons, comme nous voulons. Et quand on voit que le président a décrété l'état d'urgence d'une part, mais il a aussi décrété que l'armée épaulera la police, est-ce que là, c'est un aveu implicite de l'échec de la police en la matière de sécurité? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un aveu de l'échec de la police, mais on sait aussi qu'une partie de la police, quand même, est sensible aux sirènes, si pas tant de l'EEI, mais des anciens frères musulmans. Et puis depuis que l'ancien président a été évincé du pouvoir, arrêté, il y a une partie de la police qui s'est sentie égyptienne, lésée, touchée au plus profond d'elle-même, et que parfois elle fait moins de zèle justement dans la lutte contre l'État islamique. Pour certains analystes, ces attaques prouvent que c'est maintenant en Égypte que l'organisation État islamique est la plus puissante. Comment le pays en est arrivé là aujourd'hui? Bien, c'est-à-dire qu'on avait espéré quand les islamistes étaient arrivés au pouvoir qu'effectivement ils auraient une capacité de contrôler l'État islamique. Sauf que l'État islamique n'accure justement des structures spirituelles, religieuses musulmanes existantes. Les frères musulmans ne sont pas leur tasse de thé, parce que eux, dans leur intention, c'était d'installer un nouveau califat. Et par conséquent, les structures existantes aujourd'hui de l'islam, pour eux, ne comptent pas. Et puis, il y a eu le coup d'État. Et que, donc, malgré, évidemment, la puissance de l'Égypte dans la région, malgré les appuis dont l'Égypte peut bénéficier, ils montrent effectivement qu'ils sont capables de frapper à n'importe quel moment et quand ils veulent. Monsieur Dipama, quel regard vous portez-vous autour de cette lutte contre le terrorisme en Afrique? Déjà, j'exprime ma compassion par rapport au peuple, au copte égyptien, au peuple égyptien et également, bien évidemment, toutes ces victimes du terrorisme de part dans le monde, et notamment en Afrique où, bien évidemment, dans la zone sahélo-sahélienne, donc notamment au Burkina Faso, la frontière avec le Mali, avec le Niger, mais aussi toute cette bande au niveau du Tchad montre comment il est très difficile, en tout cas, de lutter contre le terrorisme, ou en tout cas contre la montée de ces djihadistes ou des fous de Dieu, comme on l'appelle. Moi, j'aimerais dire quand même, par rapport, pour revenir à l'Égypte, notamment l'aveu que les forces armées... L'armée épaule la police aujourd'hui. Épauler la police, et ça montre aussi, pour moi, c'est pas un aveu, pour moi aussi, ça montre que quelque part, la lutte contre le terrorisme, en fait, il faudrait avoir... C'est un travail de renseignement, donc un travail de police et autres, mais aussi un travail où, à un moment donné, il faudrait trancher, parce que, bien évidemment, souvent, ce sont des attaques solitaires, ce sont des attaques asymétriques qui font donc, coordonner plutôt les actions à différents
différents échelons. À différents échelons, et puis il faut prendre des mesures régionales, mais interpays, parce qu'un seul pays ne pourra pas, en tout cas, à mon avis, à mon sens, lutter contre le terrorisme montant, en tout cas en Afrique actuellement. On va à présent en parler du Mali, où les consultations se poursuivent en vue de former le nouveau gouvernement. Un Premier ministre a été nommé samedi 8 avril, Abdoulaye Idrissa Maïga, qui succède donc à Modibo Keïta. Il effectue des visites de courtoisie et des consultations en vue de la formation de la prochaine équipe gouvernementale. Son portrait nous est proposé par notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. À 59 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga est porté à la tête du gouvernement malien par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ingénieur d'élevage, c'est un homme du sérail, vice-président du Rassemblement pour le Mali et fidèle du président qui se voit confier les rênes de la primature. Ministre de l'Environnement, puis de l'administration territoriale, il était avant sa nomination le ministre de la Défense. Il faut noter que le parti présidentiel n'a cessé de revendiquer ces postes qui lui avaient échappé à 3 reprises. Le RPM salue cette nomination. C'est l'une des rares fois où aujourd'hui le président songe à le faire. Et à 1 an de ces élections, je pense que le camarade sera accompagné par la direction du parti. Et je dirais aussi que le président du parti, le Rassemblement pour le Mali, il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il doit se réjouir de cette nomination. Secrétaire général de l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme de 1990 à 1999, Abdoulaye Idrissa Maïga devient directeur général du projet Élevage Mali Nord-Est Gao en 1998. Un an après, il occupe le poste de coordinateur des projets d'élevage de la région de Mopti, puis chef de département études et suivi des milieux à l'agence du bassin du fleuve Niger de 2003 à 2008. Depuis cette date, il officie comme consultant auprès d'organismes internationaux. Directeur de campagne du candidat Ibeka en 2013, c'est donc un fidèle mais un fin connaisseur des dossiers qui se retrouve à la tête du gouvernement. En tant que ministre de l'administration territoriale, il a travaillé dans ce sens. Après, il est revenu à la défense. C'est lui qui a installé les premiers MOC. Le MOC aujourd'hui qui est opérationnel. Donc nous pensons qu'en fin connaisseur du sujet, et venant du Nord, nous pensons qu'il peut nous aider beaucoup à aplanir vraiment cette difficulté d'insécurité qui règne au Nord et au centre du pays. Le Premier ministre est un Premier ministre politique, imposé quelque part par le parti majoritaire. Et donc on s'attend, on espère qu'il va pouvoir s'échapper, s'affranchir de cette pression pour pouvoir s'occuper essentiellement de la nation et non des intérêts du RPM. Abdoulaye Idrissa Maïga aura la lourde tâche de conduire à bon port la nouvelle équipe gouvernementale aux élections présidentielles de 2018. Mais l'objectif le plus urgent est la relance du dialogue social. Alfred, Abdoulaye Idrissa Maïga, ingénieur en élevage, était jusque-là ministre de la Défense. Il remplace donc Modibo Keïta, qui était en poste depuis plus de 2 ans. Quelle touche il va apporter finalement ce nouveau Premier ministre ? Oui, mais d'abord, Diarra, il faut noter quand même que il y a un sérieux problème de gouvernance au niveau de la primature. C'est effectivement le 4e ministre qui est nommé en 4 ans. Mais exactement. Et c'est un problème chronique du pays qui est mis en avant. Là, c'est peut-être de Boubacar Ibrahima Keïta que se pose le problème. C'est l'instabilité, c'est une instabilité. C'est quel signe finalement? Effectivement, le problème est là. C'était le 4e Premier ministre qui est proposé en 4 ans d'exercice. En moins de 4 ans, on use 4 premiers ministres. Ça fait quand même un peu beaucoup. Ou alors ça signifie que le président a nommé des premiers ministres dont au bout d'un certain moment... Un mauvais choix. Exactement, il a fait de mauvais choix. Et puis, ou alors, bon, là, il fait un calcul politique. Il est presque à la fin de son premier mandat et qu'il y a des élections qui se profilent à l'horizon l'année prochaine. Et donc, il faut quelqu'un du sérail pour pouvoir conduire son gouvernement. Mais je ne vois pas en quelques... Son appartenance au RPM est un atout, d'après vous? Je ne sais pas si c'est un atout ou pas, mais je pense que c'est plutôt c'est stratégique d'un côté, de l'autre. Comme c'est un homme de terrain avant tout, il est originaire de Gao, et quand on voit ce qui se passe avec les djihadistes, les terroristes du Nord, etc.,
peut-être qu'il y a cet enjeu sécuritaire qui joue, et puis les négociations avec les syndicats. Enfin, il y a la grève que le pays connaît. Peut-être qu'il pourra aplanir ces difficultés-là et peut-être être plus souple que ses prédécesseurs pour intégrer plus de monde dans son gouvernement. Il y a quand même beaucoup de défis qui l'attendent. Monsieur Dipama, vous portez quel regard autour d'une nouvelle personnalité, la 4e, qui est nommée à la tête de l'exécutif malien? C'est un signe flagrant de gestion des pays fragiles, ou en tout cas post-crise, parce que le Mali quand même sort d'une situation difficile. Elle l'est toujours d'ailleurs avec la crise au nord. Oui, il y a la crise parce que c'est divisé quand même, on va dire que c'est divisé en deux, avec le nord où on n'est pas inaccessible, mais c'est aussi que les attentes de la population, les attentes sont nombreuses en fait. Et du coup, cette fronde sociale qui est marquée depuis plus d'un mois, on a la grève du secteur de la santé, avec les enseignants qui viennent de s'ajouter, et puis à la crise sécuritaire bien évidemment. Donc c'est un homme du terrain, peut-être qu'il pourra apporter quelque chose, mais c'est aussi le profil de cette personne, parce que c'est quand même un politique, il connaît le terrain pour avoir été dans ces régions, il connaît bien ces terrains, mais aussi parce qu'il a été directeur de campagne du président, il est politique, il prétend prendre la tête du parti d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même un conflit au niveau de son parti aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce calcul politique où on a un an des élections et le président actuel aimerait quand même forcément, en tout cas, se représenter. En tout cas, ce sont les signes apparents. Donc, quelque part, il fallait quand même une personne politique. On peut quand même lui donner autant de défis, notamment la relance de ce processus de paix qui tente d'être mis en place au nord. Moi, je crois plutôt que c'est pour contenter un tout petit peu, parce que c'est comme étant un Premier ministre politique, c'est sûr que c'est pour contenter un tout petit peu les syndicats, essayer de calmer un peu cette fronde sociale, cette grogne sociale et cette cocotte minute, bien évidemment, qui est en ébullition. Et puis, sur le plan sécuritaire, ayant été ministre de la Défense, il connaît un peu les enjeux. Bien évidemment, il allait juguler, j'allais dire un temps soit peu, ces deux aspects. Et puis, politiquement, c'est une porte ouverte au président Keïta de se représenter aux Alfred, élections. pour conclure, qu'est-ce qu'on peut attendre de la composition du nouveau gouvernement qui est attendu? Déjà qu'il soit resserré et en même temps, si l'on veut aller vraiment dans cette logique de réconciliation nationale, n'oublions pas qu'on vient de sortir, même si c'était bancal, de cette réunion-conférence. Le président parle d'une équipe soudée, il a demandé une équipe soudée et compétente. D'accord, voilà le critère de compétence, mais enfin le critère de compétence ne se décrète pas, donc absolument. Exactement, ça se juge sur le terrain, donc dans l'action, et mais plutôt effectivement resserré, soudé, mais peut-être avec des poids lourds de l'opposition pour qu'on ait ce sentiment, ou même les gens du Nord, qu'on ait ce sens de l'union nationale par rapport à l'enjeu de la sécurité et de la paix au Mali. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.